projet Parc Apora est piloté par l'Institut de l'élevage et a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, entouré de nombreux partenaires techniques et scientifiques, et il a permis de créer des nouvelles connaissances sur la gestion du parasitisme par les strongles gastro-intestinaux. Donc cette thématique est particulièrement importante en élevage caprin car ce parasitisme est fortement pénalisant pour les chèvres et il est lié au pâturage. Les chèvres se contaminent par les strongles au pâturage. En amont du projet, nous avons commencé par un état des lieux du parasitisme et de la gestion du pâturage des élevages caprins en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça a été conduit en 2020. Donc les principales conclusions montrent que les traitements antiparasitaires sont relativement peu employés dans la région, 1,4 traitements par an et par élevage. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Ça montre que les élevages arrivent à gérer globalement. On a aussi vu qu'au niveau des préconisations techniques, il y avait des marges de manœuvre. Le traitement des parasites repose essentiellement sur l'utilisation de médicaments. Ces médicaments ont comme objectif de tuer les parasites afin de limiter l'excrétion, l'élimination des œufs dans les matières fécales. Ces œufs qui vont donner des larves qui vont contaminer la pâture. Un problème en élevage caprin, c'est qu'il y a très peu de médicaments utilisables avec un délai d'attente acceptable pour le lait. Nous avons une seule molécule, l'éprinomectine, disponible soit en formulation couronne, soit en formulation injectable, avec un délai nul pour le lait. Nous avons des médicaments plus anciens, les benzimidazoles, qu'on appelle aussi les produits blancs, qui sont autorisés mais avec un délai d'attente de quelques jours pour le lait. Et enfin, en roue de secours, nous avons la moxidectine, qui est un médicament autorisé en élevage ovin laitier, donc dans le cadre de la cascade, peut être utilisé chez la chèvre. Ces deux médicaments présentent certaines limites. Alors pour les benzimidazoles, on connaît depuis plus de 30 ans maintenant la résistance des parasites à ce médicament. Cette résistance est extrêmement répandue. Donc les gens se reportent essentiellement sur l'éprinomectine, qui a d'abord été commercialisée sous forme couronne. C'est une formulation qui a une mauvaise biodisponibilité, donc qui atteint difficilement et de façon irrégulière les parasites, donc pose des problèmes d'efficacité. Alors, dans le cadre du projet PARCAP, nous avons voulu voir est-ce que la résistance au benzimidazole est vraiment généralisée ou est-ce qu'il y a des élevages où ces molécules sont encore utilisables. Et nous avons voulu aussi voir les limites d'utilisation de l'éprinomectine en couronne, puisque c'était la seule formulation disponible au lancement du projet. Les résultats sur notre projet sont pour les benzimidazoles plutôt favorables, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait environ un sixième des élevages testés chez qui ces produits étaient utilisables, ce qui est intéressant. Par contre, pour l'éprinomectine, nous avons 3 élevages sur 4 où ces produits ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas. Nous avons été plus loin, nous avons essayé de voir si c'était un problème lié à la formulation en couronne ou est-ce qu'on avait de la résistance vraie. Et malheureusement, de nouveau dans les élevages que nous avons pu tester, 3 fois sur 4, l'éprinomectine fait face à un phénomène de résistance des parasites. Quand nous avons pu le tester, nous avons vu que la moxidectine reste efficace. En conclusion de ce projet, c'est qu'il est vraiment important de bien utiliser les médicaments. Donc en premier lieu, voir si c'est utile de les utiliser, donc en faisant des coproscopies avec son vétérinaire. On peut voir aussi si les benzimidazoles sont encore efficaces, donc faire des tests de réduction d'excrétion fécale, un test qui permet de juger du niveau de résistance. Et enfin, peut-être le point le plus important, c'est d'essayer de trouver des façons de se passer des médicaments. Ça va être la seule solution d'avenir pour garder des chèvres au pâturage. Une coproscopie, c'est le résultat du comptage d'œufs de larves dans les fesses des chèvres. Et c'est exprimé en œufs par gramme, dit OPG. En effet, quand la durée de transport ou le stockage est fait dans de mauvaises conditions, les résultats peuvent être
sous-estimés, c'est-à-dire que les œufs des larves peuvent éclore et donc être non comptabilisés, ce qui fausse le résultat de l'analyse. On a fait des essais à la ferme du Pradel pour pouvoir donner des préconisations les plus justes aux éleveurs et aux techniciens. On a suivi 3 fermes, en fait, avec différents niveaux d'infestation, donc dites hautement infestées, qui étaient environ à 1500 OPG, moyennement infestées à 1000 OPG et faiblement infestées à 500 OPG pour avoir une idée, une représentativité des troupeaux caprins. On a testé différentes modalités de stockage. Donc on a testé à 5 degrés dans un frigo, à 20 degrés, une température ambiante, et à 35 degrés, donc une température en conditions de forte chaleur. Et également, par rapport à ces modalités de température, on a testé avec la présence d'absorbeurs d'oxygène ou sans absorbeurs d'oxygène. Et donc on a fait, suivant ces modalités de stockage, on a fait les analyses à 2 jours, 4 jours et 7 jours de stockage pour voir jusqu'à quand le résultat était fiabilisé. Les résultats de cette étude ont montré qu'un stockage au frigo, donc à 5 degrés, permet de garantir les résultats jusqu'à 7 jours, que ce soit avec ou sans absorbeur d'oxygène. Donc la conclusion, c'est qu'on peut envoyer les copros en transport frigorifique, donc ça c'est un peu coûteux, ou à l'aide d'un bloc froid dans le colis. Les résultats ont aussi montré qu'à 20 degrés ou à 35 degrés, le résultat est peu fiable à partir de 2 jours de stockage avec des fesses écrasées. Ça, ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'on envoie ces copros à température ambiante, on peut avoir un résultat faussé. En bref, ce qu'il faut retenir pour envoyer ces coprologies, c'est qu'il faut faire les prélèvements en début de semaine, les stocker au frigo et les envoyer donc avec les différentes modalités citées, donc soit en transport frigorifique, soit avec la présence d'absorbeurs d'oxygène, soit en transport classique, mais en s'assurant qu'ils sont livrés en 2 jours maximum au laboratoire. Voilà, on a justement travaillé avec des ruptures de pâture sur 4 fermes qui étaient en pleine production. Et on a en principe regardé si on arrive à assainir la pâture de ces larves de strongle dans cette période, dans cette rupture. On a testé avec des chèvres qui pâturaient avant, qui n'avaient pas de parasites, qui pâturaient avant la rupture, pour déterminer la charge de parasites ou de strongle que ces animaux ont ingéré. Ensuite, après la rupture, on a retesté avec des chèvres qui avaient à nouveau pas de parasites pour regarder le niveau d'infestation de ces animaux. Après, le calcul est assez simple. L'infestation avant la rupture et l'infestation après la rupture et la différence, ça donne l'ordre de grandeur de l'assainissement. Il y avait, sur ces différentes fermes, il y avait des ruptures entre 12 semaines et 20 semaines selon la situation. Et en moyenne, on a trouvé une réduction de ces larves infestantes sur la pâture de 87%. Donc c'est une réduction importante et on peut s'imaginer qu'après une telle rupture, la pression sur la pâture est tellement faible que l'infestation qui résulte par des chèvres qui pâturent n'est pas très grande. On a travaillé sur un type de rupture, c'était la rupture estivale. Maintenant, sur vraiment la gestion de la pâture et la durée minimale d'une rupture dans différentes conditions, dans différentes situations climatiques aussi, il y a encore beaucoup de travail à faire. On a fait un début avec des jolis résultats et j'aimerais bien que ça amène à une situation où on a plus de projets qui permettent de vraiment déterminer la période de rupture minimale nécessaire pour vraiment assainir et pour gérer de manière correcte.